Valeurs de la transition numérique, civilisation de la troisième révolution industrielle. Michel Vol, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Vol, président de l'Institut de l'économie, ancien élève de l'école polytechnique, longue carrière de consultant. C'est ça? Eh oui. Et donc vous nous dites, ceux qui auront pris du retard n'auront pratiquement plus droit à la parole. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous rentrez dans le cœur du sujet, tout de suite. Voilà. Eh bien, si on admet l'idée qu'il y a une troisième révolution industrielle en cours et que c'est celle de l'informatisation, ça ressemble terriblement à ce qui s'est passé avec la mécanisation au XIXe siècle. Vous vous rappelez que la Chine était le pays le plus riche du monde au XVIIIe siècle et qu'au milieu du XIXe siècle, elle a perdu son importance économique. Et qu'elle a été obligée de se soumettre avec la guerre de l'opium, etc. Voilà. Eh bien, c'est ce qui risque d'arriver. Pourquoi? D'ailleurs, parce qu'elle a refusé la mécanisation. L'empereur chinois était persuadé que la Chine était parfaite et qu'elle n'avait pas besoin de la mécanique. Eh bien, si nous refusons l'informatisation, si nos dirigeants continuent à n'y rien comprendre, eh bien oui, nous n'aurons plus le droit à la parole dans un monde que l'informatisation aura transformé. Alors, pour faire simple, on va rentrer dans le détail un peu de l'ouvrage. Je vais essayer de prendre de temps en temps quelques citations. Mais pour faire simple, vous n'êtes pas dans une vision à la Michel Serres avec petite poussette. Non. Vous n'êtes pas dans une vision à la Jérémy Rifkin, puisque vous citez Éric Rémond qui nous dit « zéro marginal thinking ». Voilà, vous nous dites, attention, là on est sur du sérieux, on est dans une économie de risque maximum, on est dans une économie production à coût fixe, voilà, on est dans une concurrence monopolistique, vous nous dites faire de la stratégie, c'est chercher à construire un monopole temporaire. Voilà. Donc vous revenez vraiment au cœur. Donc voilà, développez un petit peu. Donc on s'est efforcé à l'Institut de l'économie de construire le modèle économique de ce que serait une économie informatisée qui serait arrivée à la pleine efficacité. Ce qui n'est évidemment pas le cas de l'économie actuelle. Ce modèle, ça n'est pas une prévision. On ne sait pas si l'économie réelle française, en tout cas, arrivera à cette efficacité. Mais on a essayé de le schématiser. Et on tombe effectivement sur des résultats structurants, costauds, du genre de ceux que vous avez énumérés à l'instant. Et alors, quand on voit des essayistes habiles dans la gestion de leur notoriété, piétiner le problème en disant n'importe quoi ou en disant des choses qui, sans être totalement fausses, sont bêtement sentimentales. Alors, Michel Serres, il est très épaté parce que c'est le grand-père gâteau et gâteux qui est épaté parce que sa petite fille se débrouille bien avec le clavier de son téléphone. Bon, mais ça, c'est la couche la plus superficielle de l'océan du numérique. Bon. Jérémy Rifkin, d'abord, alors, il dit une chose qui est vraie. Éric Rémond dit « ça me répugne ». Sur les communs, il met des mots très forts. Il dit « ça me répugne ». Voilà, l'auteur que j'ai cité, je crois c'est Richard, qui lui pratique le travail coopératif en réseau et le logiciel libre, etc. Et il dit que quand Rifkin parle des commons, Rifkin, en un mot commençant, déconne, quoi, tout simplement, parce qu'il ne voit pas le travail que ça demande, le souci qu'il faut manifester envers les personnes dont on coordonne les travaux, le boulot d'animation que cela nécessite. Il croit que ça marche tout seul, c'est complètement faux, bien sûr. Et Rifkin, il a fait beaucoup de choses à la fois intelligentes parce qu'il est malin et fausses parce qu'il n'est pas assez rigoureux. Il a prévu, dans les années 90, il a publié un livre, je crois que c'était La fin du travail. Pas du tout. On n'en est pas là. Pas du tout. Dans l'économie, il y a du travail. Il a développé une théorie selon laquelle le coût marginal est nul. Oui, c'est vrai. Mais il en a tiré la conclusion qu'il faut vendre. Il a conservé ce résultat de la théorie économique qu'il faut vendre au coût marginal. Alors, si le coût marginal est nul et qu'il faut vendre au coût marginal, je ne vois pas bien comment les entreprises peuvent exister et s'équilibrer. Et puis, il a aussi prétendu que la troisième révolution industrielle, c'était celle de la transition énergétique. Ce qui est faux. La transition énergétique, c'est une contrainte, c'est une obligation. Bien sûr qu'il faut la faire, mais ça ne change en rien les moyens de production, si vous voulez. Au contraire, ça demande la création d'outils nouveaux et bien sûr, ça va s'appuyer sur l'informatisation.
Donc il n'a pas vu ce que c'était qu'une révolution industrielle. Et il a énormément de succès, il est énormément écouté, il a séduit beaucoup. Ça, c'est un artiste pour ce genre de choses. Mais c'est dangereux. Michel Vol, au cœur de la transition numérique, donc vers l'économie, vous placez des questions comme celle de l'animateur, vous placez la question des valeurs. Vous nous dites, il faut réfléchir au commerce de la considération. Voilà. Qu'est-ce que vous nous invitez à penser là? Il y a une chose qui est très simple. Quand on informatise, finalement, le cœur de l'informatisation, c'est d'automatiser toutes les tâches répétitives. Voilà, toutes les tâches répétitives, qu'elles soient d'ailleurs mentales ou physiques. L'informatique, elle est faite pour ça. Vous prenez l'exemple du sudoku, hein, vous dites... Voilà, faire à la place de... Voilà. Oui, j'ai fait un petit logiciel pour résoudre les sudoku, il fait ça en 2 secondes. Et moi, ça me prend 20 minutes. Et c'est moi qui ai fait le logiciel. Ça fait réfléchir, hein, ce genre de situation. Mais donc, la main-d'œuvre qui constituait l'essentiel des effectifs des entreprises et qui était encadrée par une hiérarchie qui seule avait le droit de penser, hein, elle est remplacée par du cerveau d'œuvre. Parce que qu'est-ce qu'on demande aux gens qui font des tâches non répétitives? Eh bien, c'est d'utiliser leur discernement pour traiter des cas particuliers, de savoir parler les yeux dans les yeux avec des clients ou des personnes extérieures à l'entreprise en manifestant compréhension et empathie, de savoir aussi traiter des événements imprévisibles, hein, des pannes biscornues, des choses étranges que rencontrent d'ailleurs assez couramment les chefs de projet. Hein, quand vous êtes chef de projet, vous tombez toujours sur des difficultés imprévues pendant la réalisation. Il faut savoir répondre à ça. Donc, on va faire travailler les gens, non plus avec leurs mains à faire des choses répétitives comme Charlot dans les temps modernes, bien sûr, mais on va les faire travailler avec leur cerveau. C'est la main-d'œuvre fait place à du cerveau d'œuvre. Et ça change complètement l'organisation de l'entreprise. On ne peut pas faire travailler des gens qui travaillent avec leur cerveau comme on a pu faire travailler la main-d'œuvre, à qui on disait tu fais ça, puis fais-le, quoi. Non, le cerveau, il faut le traiter avec considération. Il faut pouvoir comprendre ce que dit une personne qui fait un compte-rendu d'incident. Il faut pouvoir comprendre ce que rapporte quelqu'un qui, étant en contact avec les clients, voit les problèmes que rencontrent les clients. Donc il faut que l'entreprise sache manifester, je définis la considération comme ça, c'est faire un effort sincère pour comprendre ce qu'a voulu dire la personne. Voilà. Nonobstant les écarts de vocabulaire, nonobstant les frontières des spécialités. C'est ça la considération. Eh bien, on a besoin de ce commerce de la considération, de cet échange de considération dans l'entreprise informatisée. Ça change tout par rapport aux organisations antérieures. Bien sûr. Dans cette économie de valeur, Michel Vol, il y a les institutions et les entreprises. C'est l'autre point sur lequel vous vous attardez longuement. Voilà. Les institutions, ça compte. Alors, les entreprises sont un cas particulier d'institution. Bon. On crée une institution lorsque, une société prise dans son ensemble crée une institution lorsque elle a besoin de réaliser quelque chose qui se trouve au-delà des capacités individuelles, pour lesquelles elle a besoin d'une action collective, organisée, hein, quelque chose qui ne peut être fait que de façon collective et organisée. On crée une institution à ce moment-là. Alors, s'il s'agit de quelque chose qui relève du service public, ça va être précisément une institution publique. Et s'il s'agit de quelque chose qui relève d'une production marchande, ça va être une entreprise. Mais l'entreprise est une institution, vue comme ça. Et alors, vous nous dites que les institutions, elles ont du mal aussi à intégrer la nouveauté, mais finalement, elles finissent par l'intégrer avec des conditions un peu particulières. Alors, il y a un drame de l'institution qui est le conflit dialectique entre la mission et l'organisation. L'institution, elle a été créée pour quelque chose. C'est sa mission. Bon. L'armée a pour mission de défendre le pays, l'institution judiciaire a pour défendre de faire triompher la justice. Bon. Mais pour réaliser sa mission, elle se dote d'une organisation. Une organisation qui définit à l'intérieur de l'institution les pouvoirs légitimes, hein, la cascade de légitimité, et qui définit aussi les procédures de travail. Et le drame qui fait qu'il y a cette dialectique dont je parlais, c'est que assez souvent, les préoccupations de l'organisation, les priorités de l'organisation effacent la mission dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que le formalisme, finalement,
la cascade hiérarchique ou le formalisme des procédures passe avant la mission. Et dans beaucoup d'institutions, beaucoup d'entreprises aussi, on voit que les cadres sont beaucoup plus préoccupés par leur carrière, qui est totalement inscrite dans le formalisme de la hiérarchie, que par ce que l'entreprise produit ou par les satisfactions des clients ou des utilisateurs. Vous voyez. Donc il y a ce conflit qui est permanent. Et donc le problème, c'est d'arriver à maintenir la mission, à respecter la mission, malgré cette tension continuelle entre le formalisme et la mission elle-même. On va y revenir rapidement, mais rapport Nota-Sénar sur les entreprises à mission. Voilà. Là, j'aimerais vous entendre. Vous citez Armand Hatchuel et Blanche Ségrestin dans l'ouvrage. Mais avant, j'ai une petite citation. Nous avons surpris un jour Michel Matteux, du commissariat général du plan, en lui disant que le capital était devenu le seul facteur de production. Vous mettez en tension l'entrepreneur et le capitaliste. Vous revenez effectivement dans la foulée d'Hatchuel et Ségrestin sur les entreprises à mission. Reclarifiez-nous les idées rapidement. Alors, la phrase que j'ai dite à Matteux, qui lui a fait l'effet d'un coup d'épingle dans les fesses, il a sursauté sur son fauteuil, c'est que, en fait, une fois qu'on a automatisé tout ce qui était répétitif, qu'est-ce qu'il reste à faire comme boulot? Il reste à faire de la conception. La conception accumule du capital. Conception, programmation, ingénierie, tout ça, c'est une formation de capital. Il reste à faire aussi des services aux clients, dans l'utilisation des produits, leur information, etc., etc. Et le service, c'est aussi le résultat d'une accumulation de compétences et d'une accumulation de réseaux de services. Bon. Donc les deux, pour faire la conception et pour faire des services, c'est du capital pur. Bien sûr que c'est du travail aussi, si on voulait, mais c'est du travail sous forme de capital. Voilà. Vous savez que dans les fonctions de production telles que la théorie économique les formule, on dit la quantité produite est fonction du capital et du travail. Le capital, c'est du travail accumulé qui a été mis en conserve. Marx disait le travail mort. Et ce que l'on appelle travail, c'est ce que Marx appelait travail vivant, c'est le boulot au jour le jour. Bon. Eh bien là, vous avez de l'intelligence accumulée dans la conception des produits et dans la compétence des gens qui rendent des services. Et puis vous avez, effectivement, bien sûr, ça se manifeste au jour le jour par des choses, mais on voit bien que la partie la plus importante, c'est devenu ce patrimoine que l'entreprise se forme dans la conception, l'ingénierie et la compétence des gens qui rendent des services. Donc oui, effectivement, le capital sous cette forme, intelligence accumulée, compétence accumulée, est devenu le facteur de production principal. Et ça change énormément de choses. Et justement, ça introduit ce que vous avez mentionné tout à l'heure aussi, l'économie du risque maximum. Parce que si vous avez une entreprise qui est essentiellement capitalistique, elle se présente comme une proie très tentante aux prédateurs, parce qu'il n'y a pas de moyen plus efficace pour s'enrichir que de piller un patrimoine. Bien sûr. C'est bien connu. Et donc, le risque de l'entreprise est énorme. Il est énorme aussi d'une autre façon. C'est à partir du moment où tout ce que l'essentiel du coût de production étant dépensé dans l'investissement initial, dans l'accumulation de capital, et ça coûte très cher. Concevoir des automates, les programmer, faire l'ingénierie, monter un réseau de services, etc., ça coûte extrêmement cher. Vous avez dépensé tout le coût de production avant d'avoir vendu la première unité du produit, sachant que le reste coûte pratiquement rien à produire. Ça, c'est une situation extrêmement risquée aussi. Donc, le risque d'entreprise est très fort dans cette économie. Et il faut que les entrepreneurs sachent le gérer. On a un acteur particulier, c'est l'animateur. Vous nous dites, attention, ce n'est pas l'animateur télé, ça prend un certain relief sur ce plateau. C'est l'homme. Alors, j'en vois dans les entreprises. Moi, c'est des gens que j'admire beaucoup. C'est les gens qui font tourner la boutique, qui résolvent les incidents dans la foulée, sans faire d'histoire, sans aller chercher l'autorisation de la hiérarchie. On en voit. Alors, ce qui se passe dans l'entreprise, je dirais, mécanisée d'autrefois, ces animateurs étaient en petit nombre, puisque la plupart des gens étaient invités à travailler comme le bœuf qui tire sa charrue, c'est-à-dire sans comprendre ce qu'ils faisaient. On ne leur demandait pas de le comprendre. Dans une entreprise où on travaille essentiellement avec son cerveau,
il y a intérêt que tout le monde devienne animateur. Parce que quand vous êtes, l'entreprise vous jette face au client et vous êtes là, il faut résoudre les problèmes sur le champ, etc. Si vous n'avez pas incorporé la mission de l'entreprise, si vous n'en êtes pas le représentant authentique, vous allez faire des sottises ou bien vous allez mal orienter le client. Et donc la question c'est, est-ce que dans l'économie ou le travail du cerveau d'œuvre, est-ce que les gens qui travaillent dans les entreprises vont être tous les porteurs de la mission, c'est-à-dire finalement des animateurs? Alors je pense que oui. Mais pour ça, il faut que les valeurs de l'entreprise, parce que la mission et valeurs sont finalement deux manières de dire la même chose, hein. Il faut que les valeurs de l'entreprise soient partagées. Et pour que les valeurs de l'entreprise soient partagées, il faut ce qu'on appelle, j'aime pas l'expression, mais tant pis, un storytelling auquel tout le monde adhère. Donc il y a là un problème de mise en forme de l'entreprise, d'évolution. Bien sûr, les relations hiérarchiques appartiennent au passé, c'est fini, hein. On le voit bien, le cloisonnement en silo, tout ça qu'on voit encore dans les entreprises, ça c'est du passé. Et en effet, ce que disent Ségrestins actuels me paraît tout à fait important et mérite réflexion. Valeur de la transition numérique, civilisation de la troisième révolution industrielle. Il y a donc un lien avec la raison d'être de l'entreprise. Grand sujet actuel. Merci Michel Vol. La raison d'être, c'est bien dit. Merci Jean-Philippe.